parti? C'est parti. OK. Et j'ai la joie de vous présenter Carole Dupuis, qui est notre conférencière de ce soir. Alors, Carole est une consultante en communication, planification et gestion. Elle a travaillé dans le secteur de la finance. Alors, ça fait d'elle une joueuse particulière avec des compétences et des connaissances que la plupart d'entre nous n'avons pas. Et dans le militantisme, avoir ce type de compétences est vraiment intéressant. À une époque, on bâtissait, elle m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, qu'elle a été dans le monde des affaires, spécialement dans le monde financier, à une époque où on bâtissait le Québec Inc. et que ce n'était pas une insulte. C'était à l'époque où on était en train de construire notre autonomie financière et notre capacité à produire nous-mêmes nos propres richesses. En 2009, elle a été la première directrice de Projet Montréal. Donc, elle a commencé, je pense, là, à faire du militantisme. C'est peut-être là qu'elle a commencé, mais peut-être qu'il y a eu avant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, à cette époque-là, elle est à l'initiale d'une histoire dont on connaît la suite, avec le succès qui a finalement couronné ce parti municipal. Et puis, un jour, elle a vu passer un bateau, loin, elle habitait à ce moment-là proche du fleuve, à Saint-Antoine-de-Tilly. Et puis, elle a vu passer un bateau, et puis elle s'est inquiétée de ce qu'il y avait dans ce bateau. Et dans ce bateau, il y avait du pétrole qui venait des sables bitumineux. À partir de là, elle va mener une enquête pour comprendre ce qui se passe. Et petit à petit, elle va comprendre que le Québec est en train de devenir une autoroute pour le pétrole qui vient de l'Ouest. Et elle va entreprendre une démarche militante assez extraordinaire. Elle va participer à plusieurs organisations, plusieurs grands événements. Elle a été porte-parole pendant longtemps du RVHQ. Le RVHQ, c'est le réseau Vigilance Hydrocarbures du Québec. Et puis, dernièrement, ben là, elle est en porte-parole maintenant. Là, j'ai passé vite. Elle est maintenant porte-parole du mouvement éco-citoyen Une planète. Et elle est aussi membre du Fonds commun pour la transition énergétique. Puis en 2018, elle a co-organisé un forum de Mal-Lobinière, ça s'appelait, et avec de multiples citoyens et citoyennes, elle a fait partie de celles et ceux qui ont mis en place ce plan qu'elle vient nous présenter ce soir, qui s'appelle Québec Zen, un Zen pour zéro émission nette. Donc je vais lui laisser la parole, mais juste avant, je voudrais vous dire que dans les rencontres qu'on fait, quand on fait du militantisme, il y a des moments où on est vraiment à terre. On trouve que c'est vraiment, on a l'impression de s'attaquer à une montagne énorme. Mais dans le chemin, on rencontre des militants et des militantes. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces gens sont articulés, intelligents, engagés, humains. Carole, elle est tout ça. Elle est d'une intelligence incroyable, elle est d'une force et d'une détermination exemplaire, et elle est d'une grande humanité. Alors je vous demande d'accueillir Carole, qui va nous parler de Québec Zen ce soir. Merci Patricia pour ces bons mots. J'ai pas une voix très forte. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser un micro. Est-ce que ça va bien comme ça? Oui, c'est mieux. OK. J'ajouterais aux qualités que je remercie Patricia de m'attribuer, que je pense qu'elle exagère beaucoup, l'humilité. Je suis une personne très simple qui vous arrive dans un momentum assez spécial où on est en train, au Fonds commun pour la transition énergétique, d'avoir la prétention de présenter le plan. Vous demandez, c'est quoi? Où est le plan? C'est ça le titre de la semaine? Bien, nous, on vous dit, bien, voici un plan. Mais il faut comprendre que c'est vraiment fait en toute simplicité et en toute humilité et dans une optique de co-construction. On se dit, il faut partir quelque part, donc on met des choses sur la table et c'est fait pour que tous les gens qui ont envie d'embarquer embarquent. Alors, donc, c'est une initiative du Fonds commun pour la transition énergétique. Je vais vous dire en quelques mots ce que c'est, ce Fonds commun. Ça devrait bouger. Maintenant, je ne l'ai pas dit. Voilà. Ça marche? Oui, merci. Je vais rester ici, alors.
transition énergétique, c'est un regroupement qui a été créé en 2015. L'occasion, il y avait d'autres choses, il y avait beaucoup de choses déjà, mais l'occasion, c'était vraiment Énergie Est. Les groupes environnementaux et les groupes citoyens se sont regroupés pour faire face à ce monstre qu'on a invité jusqu'ici. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a des organisations environnementales et citoyennes comme dans le temps, mais il y a aussi des organisations syndicales et communautaires qui se sont joints au groupe. Alors, je vais passer rapidement des logos. Vous allez reconnaître les noms, dont les noms de nos hôtes ce soir, que je remercie d'ailleurs beaucoup de m'avoir donné cette occasion. Donc, les grandes ONG, les plus petites aussi, les regroupements, y compris les étudiants qui se sont regroupés, les étudiants de tous les niveaux qui viennent de se joindre à nous, d'autres groupes citoyens, d'autres ONG, les groupes citoyens, il y en a vraiment plusieurs. Je pense que vous reconnaissez des noms ici. Les gros qui ont fait beaucoup de bruit, le GMOB avec sa déclaration d'urgence climatique, le Pacte pour la transition, tout ça est avec nous. Et les grandes centrales syndicales de plus en plus, la FTQ, la CSN, d'autres plus petites mais quand même très considérables, la SCSQ et d'autres. Et des groupes du monde communautaire et alternatif, je dirais, là, des mouvements sociaux qui font maintenant 78 organisations, 1,7 million de personnes représentées par ces membres-là. Ça a grossi rapidement dans la dernière année. Des horizons que vous voyez diversifiés. Et ce qui réunit tout ça, c'est le désir d'une transition juste et immédiate. Et les deux mots sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, nos objectifs ce soir, c'est vous communiquer notre enthousiasme pour la démarche Québec-Zen. Et là, j'ai une mise à jour que je n'ai pas faite, je m'excuse. La même présentation a été faite hier à Québec, mais c'est vous donner le goût de faire de Rimouski une collectivité Zen. Mais je sais que c'est déjà en marche, alors on n'a pas besoin de vous donner ce goût-là. Dans votre cas, j'aurais enlevé la ligne si je n'avais pas fait cette erreur. Donc, c'est quoi Québec Zen? OK. J'ai été un peu vite aujourd'hui. Je m'excuse, il y a eu des petits désagréments dans ma vie. Zéro émission nette. Pourquoi? Pourquoi on a appelé ça comme ça? Pourquoi c'est le cœur de l'affaire? C'est pas long la partie climat, je vous le jure, mais je pense qu'il faut quand même faire la mise en situation pour bien vous situer pourquoi on a choisi cet angle-là. Vous savez que le réchauffement climatique est dû aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, évidemment. Et vous savez que le GIEC nous a prescrit que d'ici 2050, les GES émis du fait des humains, moins les GES retirés du fait des humains, ça doit faire zéro émission nette. Donc, c'est le titre. Par contre, comme tous les mots qu'on peut utiliser dans le mouvement environnemental, c'est souvent galvaudé, carboneutralité ou zéro émission nette. Donc, est-ce que ça veut dire, quand on dit zéro émission nette, qu'on peut continuer comme avant, construire des pipelines, construire des aéroports, etc., et planter des arbres pour compenser? Ben non, vraiment pas. C'est pas ça qu'on veut dire par notre approche. Est-ce que ça veut dire qu'on compte sur les technologies de captation? Vraiment pas. On sait qu'au moment où on se parle, il n'y a aucune technologie de captation du carbone dont on peut envisager de manière réaliste, économique et technologique qu'elle vienne régler nos problèmes. Donc, c'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, tout simplement, c'est comment on le fait si c'est pas en captant. Si on considère que la grosse masse grise, c'est au GES, ça veut dire qu'il faut presque tous les éliminer. Pas plus compliqué que ça, il faut les sortir. Et ce qui reste, il faut maximiser les puits de carbone pour absorber les puits de carbone naturels, pour absorber les GES résiduels. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à une société saine. De manière plus schématique, d'ici 2050, il faut maximiser le potentiel des puits de carbone naturels et, concrètement, sortir totalement des énergies fossiles, y compris le plastique. Et
Quand on dit d'ici 2050, c'est pour la planète. Quand on parle des pays riches comme le Québec, c'est bien avant, parce qu'on contribue beaucoup plus, qu'on a beaucoup plus les moyens que les autres de diminuer. Donc, pas simple, hein? C'est là que tout s'arrête en général. Les yeux deviennent troubles et on passe à un autre sujet parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, on a essayé d'identifier pourquoi. Pourquoi on est paralysé devant ce défi-là. 3 blocages, 3 besoins pressants identifiés. C'est la base. La théorie du changement dans le mouvement environnemental, ils aiment ce terme. Notre théorie du changement, c'est qu'il y a 3 blocages. C'est qu'on n'a pas de vision. Ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est même imaginable, une société sans pétrole et sans gaz? Ça ressemble à quoi? Donc, il faut... personne n'a envie de sauter dans le vide. Et ça rejoint la théorie, vous devez connaître le paradigm shift, le changement de paradigme. Là, cette expression-là est rentrée dans le langage, mais c'est des chercheurs, c'est un chercheur, M. Kuhn en particulier, qui a vraiment identifié que c'est impossible de demander aux gens de changer, de s'attendre à des changements quand il n'y a pas une solution de rechange. Une information cohérente sur les chemins à prendre, c'est l'autre grande chose qui manque. On l'observe tous les jours, vous êtes tous un peu militants, beaucoup militants, je pense que vous voyez toute la désinformation qui circule. Donc, le vrai du faux, distinguer le vrai du faux. Je ne sais plus qui croire, qui dit mon petit bonhomme. Et ce qui manque aussi, notre diagnostic, une responsabilisation des acteurs à toutes les échelles, collective, organisationnelle, individuelle. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens se renvoient la balle. Le gouvernement ou des chercheurs, des néolibéraux nous disent ben, les citoyens ont juste arrêté de consommer du pétrole s'ils veulent qu'il n'y ait plus de pétrole. Puis les citoyens sont portés à dire ben là, les gouvernements n'envoient pas les bons signaux, etc. Évidemment, on ne peut pas sortir du pétrole sans que tout le monde fasse son. C'est l'hypothèse de base. Et comment on peut le faire? Ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici, c'est par le dialogue social. C'est notre approche. Alors, je ne vous demande pas de maîtriser ce calendrier, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Le projet Québec Zen, parce que je vais vous parler surtout de la feuille de route ce soir, mais ce n'est pas une finalité. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'ensemble. Tout ce qui est bleu, c'est la construction d'une feuille de route. Vous pouvez voir, l'oreiller, c'est ce qu'on a fait à l'interne avant de le rendre public. Maintenant, on est dans la partie publique et on est en train de consulter et de parler avec plein d'interlocuteurs. Et vous êtes les bienvenus d'embarquer dans cette discussion-là. Donc, tout le bleu, c'est ça. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que le petit pointillé bleu continue après le lancement de la prochaine version, qui est prévue pour le jour de la table. Ça se pourrait que ça aille en septembre, là, je vous le dis en primaire. Mais de toute façon, on va avoir une version officielle. Actuellement, ce qu'on a, c'est une version 1.0. Mais on sait que ça va être infini. Cette réflexion-là va toujours se poursuivre. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'à partir de septembre, on veut vraiment rentrer de manière beaucoup plus concrète dans l'action. Donc, la vie est complexe. C'est pas vrai qu'on coupe au couteau un jour la réflexion, puis un autre jour, on est dans l'action. L'action est déjà commencée, puis la réflexion va continuer. Mais c'est le cadre qu'on se donne pour fonctionner. Donc, je vais vous parler ce soir surtout du bloc 1, qui est la co-construction de la feuille de route avec les réseaux de nos membres. C'est évident, quand je vous ai dit tout à l'heure, 1,7 million de personnes ne sont pas tous au courant qu'il y a un projet Québec Zen au moment où on se parle. C'est quelque chose qui va se faire sur des mois et même des années dans les syndicats, dans les réseaux communautaires et tout ça. Avec les autres acteurs sociaux, notre grande volonté, c'est de parler avec tout le monde, pas juste avec à l'interne, donc rejoindre tout le monde, et les citoyens en général. Je vous ai dit, c'est une version 1.0 qu'on a en ce moment. C'est un moyen pour le dialogue, ce n'est pas une fin. Et on aura une version enrichie au 50e jour de la Terre. C'était le plan, je vous le dis, c'est remis en cause, ça va peut-être être en septembre, mais ça s'en vient, et à l'automne, en action vers la carboneutralité. Donc, c'est important de vous dire ce que c'est pas, la feuille de route. La feuille de route, c'est pas un document de vulgarisation. C'est un peu notre Bible entre nous, on s'entend, puis après ça, on fera de la vulgarisation. Ensuite, et ça, c'est peut-être le point le plus important,
c'est que ça ne se prononce pas sur ce qui est possible. C'est pas ça que ça essaie de dire. Ça essaie de dire ce qui est nécessaire. Après, ce qu'on fait avec, ben, c'est notre choix. Est-ce que c'est possible ou pas possible? Ça va être possible si on le rend possible. C'est l'hypothèse. Ça vise à combiner les consensus des scientifiques et des spécialistes dans les différents domaines, mais aussi les critères de la transition juste du Front commun. Parce qu'il y a une démarche importante qui a été faite en amont de cette démarche-ci. Vous pouvez trouver sur le site du Front commun pour la transition énergétique des critères qui définissent ce que sera une transition juste. Alors, c'est vraiment au cœur de la démarche. Ça vise à couvrir toutes les dimensions de la transformation à faire. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de nouveautés pour vous dans la feuille de route, mais c'est la seule, à ma connaissance, qui couvre tous les aspects. Parce qu'on nous parle de gouvernance, on nous parle de transport, on nous parle d'emploi, transition juste, on nous parle de toutes sortes de choses, mais comment on fait pour avoir une image de tout ça? Comment ça s'articule? OK. Donc, c'est ça, si on l'illustre graphiquement, c'est les mêmes idées que je vous disais. Là. On va partir du centre. Ça va être l'ordre de ma présentation ce soir. Je vais commencer par la fin. Parce que la fin, c'est ce qui est plus terre à terre. Le dernier sujet, c'est les déchets. Donc, je ne pense pas qu'on peut commencer un document sur une feuille de route en parlant des déchets. Mais dans la vie courante, comment la démarche s'est structurée, puis comment la réflexion peut arriver à des généralités, c'est en partant du concret. Donc, ce que vous voyez au centre, c'est la tarte, là, les points, là, c'est vrai, je vais les points ici, c'est les derniers chapitres. Ça correspond à l'inventaire des GES du Québec, d'accord? Aux proportions de contribution au GES. Ensuite, autour, on est encore dans les chantiers de réduction de GES, les cercles verts, mais c'est les chantiers transversaux, parce qu'il y a des choses qu'on répéterait partout. Ce qui touche l'économie, ce qui touche l'énergie, l'aménagement du territoire, ça touche tout. Ensuite, si on remonte l'hélicoptère encore, on arrive dans le bleu, c'est tout ce qui est gouvernance ou cadre politique de la transition. Donc, le cadre qu'il nous faut pour faire ça. Et le grand cercle autour, orange, c'est les collectivités résilientes. Ça aurait pu être au cœur, ça aurait pu être au centre. C'est un peu le début et la finalité de la feuille de route. Donc, pour chaque sujet, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? C'est un peu drôle d'écrire un document, hein. Je me rends compte, c'est un peu aride, mais c'est essentiel pour vous amener à voir la démarche qu'on fait. Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible là-dessus. Ce qu'on trouve, c'est la vision, comme je vous le disais tout à l'heure. Un Québec sans pétrole, ça a combien d'autos sur les routes? Ça a 1 million d'autos? On a 6 maintenant. 6 millions. Combien ça en a? Un Québec sans pétrole, les industries, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec notre aluminium? Qu'est-ce qu'on a fait avec, bon... concrètement, les déchets, on a combien actuellement? On en produit 750 kg chacun en moyenne, en comptant les entreprises, là, mais on en produit combien, bon, etc. Donc, concrètement, la vision, c'est quoi? Et quand on met ça tout ensemble, bien, ça fait un projet de société. C'est un truc technique. Après, ça propose ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, ça essaie d'aller au cœur dans chaque sujet. Qu'est-ce qui accroche? Qu'est-ce qui fait qu'on produit ces GES-là? Ou qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à financer la transition si on parle de financement, etc. Okay? Donc, pour distinguer les vrais chemins de toutes les ornières où on essaie de nous amener. Ensuite, qu'est-ce qui nous empêcherait de réussir? Ça, je suis triste de vous dire que ça correspond à peu près aux décisions actuelles de nos gouvernements. Mais il faut le dire, c'est des choses qui nous mènent à l'échec. Et ensuite, c'est des actions, comme je vous disais, qui touchent toutes les échelles. Donc, on ne cible pas un niveau, on essaie de cibler tous les intervenants. Donc, je commence avec les chapitres 10 à 14, les chantiers sectoriels, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Concrètement, d'où viennent les GES, comment les éviter. C'est les impératifs matériels de la transition. Et c'est les chantiers sectoriels de réduction des GES.
transport 43%, industrie 30%, bâtiment 11%, agriculture 10%, déchets 6%. Vous allez remarquer une petite ombre ici, là. Hop là, excusez-moi. Je vais pointer. Oui, une petite ombre. Vous voyez qu'elle est aussi grosse que la tarte. Ça, là, c'est l'empreinte cachée. C'est tout ce qu'on importe. C'est la bande passante qu'on utilise aux États-Unis. C'est tous les GES qui sont dus à nous, mais qu'on ne comptabilise pas. La feuille de route n'en tient pas compte pour la bonne raison qu'on n'a aucun chiffre. Mais on sait que la consommation est une partie importante et le contenu de la feuille de route en tient compte. Donc, si on parle des transports, qui est le plus important, ça a l'air de quoi, un Québec zen en transport? On dit que la circulation va être fluide. Il y en a qui vont être contents, hein? C'est ça que notre ministère vise avant tout. Donc, enfin, ça va être fluide. La mobilité va être bonne, y compris dans les régions, y compris pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Le transport actif collectif va avoir augmenté beaucoup. Je vais vite parce que vous connaissez ça par cœur. Là. Le parc automobile va avoir diminué. Ça va être 100% électrique. Le poids des véhicules, on n'y pense pas souvent, mais 1,5 tonnes pour amener une personne du centre-ville à une banlieue ou vice-versa, c'est beaucoup. Peut-être que ça pourrait être une couple de centaines de kilos. La logistique, là, si on parle du transport des biens, c'est tout un monde en soi. Le travail à domicile, etc. Donc, c'est de ça que le Québec aura l'air en transport, dans un Québec sans GES. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Ben, c'est vraiment de privilégier le transport actif, collectif et électrique et sans compromis. Et ce qu'il ne faut pas faire, ben, c'est justement des compromis comme le troisième lien, convertir les autos un pour une, électrique, thermique. Mettre les dollars ailleurs que dans les priorités, faire convertir les camions, le camionnage au gaz naturel, ce pourquoi nous tous contribuables payons actuellement, là, ça se fait beaucoup, ou à l'hydrogène, ce qui est dans l'air. Au niveau de l'industrie, ça a l'air simpliste, mais ça ne l'est vraiment pas. Là. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel on a planché beaucoup. Dans le Québec zen de demain, c'est pas compliqué quand on le dit. C'est qu'il n'y aura que des énergies renouvelables et qu'on ne jettera rien. La circularité de la matière va être l'énorme priorité après le changement de l'énergie. Ensuite, comment le faire? C'est de décarboner c'est pas précisé ici, c'est de décarboner les procédés et la chaleur. On a appris récemment qu'à peu près 80% des usages du gaz naturel en industrie sert à la chaleur. Donc ça, il n'y a pas d'excuse, ça peut être fait autrement. Dans les procédés, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est qu'ils ont vraiment besoin de ce produit-là pour faire soit comme intrant ou soit dans leur procédé et tout ça. Ce que ça veut dire, par exemple, si on parle des intrants, le gaz naturel qui sert à produire les engrais chimiques, bien, la solution, ce n'est pas de chercher du gaz naturel renouvelable, etc., c'est d'utiliser des engrais verts. Il faut monter l'hélicoptère, beaucoup de substitutions ou de sobriété, évidemment, sans passer. Si nos véhicules pèsent 200 kg, ben, ils prennent pas mal moins d'acier qu'à 1,5 tonnes, des choses comme ça. Ensuite, ce qui nous empêcherait de réussir, ben, c'est la conversion au gaz naturel, qui se produit toujours, à nos frais encore, et l'expansion du réseau d'énergie qui se produit toujours à nos frais encore. Je fais référence au pipeline à Montmagny, là, qui a été approuvé récemment, et c'est d'approuver des nouveaux projets maintenant. Les bâtiments, dans le Québec zen de demain, plus de chauffage au gaz ou au mazout, c'est évident. Gestion de la pointe, c'est vraiment un enjeu qui est plus technique, là. On peut en parler si ça vous intéresse, et d'avoir des bâtiments passifs, donc que les normes de construction tendent vers ça, et d'utiliser de plus en plus des matériaux carboneux, par exemple beaucoup moins de béton qui produit énormément de GES. Ce qu'il faut faire, ça découle de ce qui précède, retirer les systèmes au gaz au mazout, arrêter d'en ajouter, et moderniser les codes de construction de tout genre. Excusez, je pense que je l'avais 2 fois celui-là. OK, agriculture.
Agriculture, c'est tout un monde, c'est vraiment, je pense que plusieurs d'entre vous connaissez bien ce domaine-là. Il y a tout un champ de changement extrêmement stimulant à faire là. Des sols en santé, pour maximiser le potentiel de captation du carbone et pour d'autres raisons aussi, là, comme le fait que le sol s'envole en Montérégie, des choses comme ça. Des campagnes revitalisées avec des gens qui les occupent et qui cultivent la terre. Une paysannerie agroécologique. Une alimentation écologique, ça c'est les mots qu'on a pour l'instant, parce qu'il y a tout un débat sur le fait qu'il faut manger un petit peu de viande produite d'une certaine manière, pas du tout, etc. Là. Pour l'instant, on dit qu'il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, donc voyons comment on fait. Des aliments qui proviennent du Québec. En 85-80% des aliments qu'on mangeait provenaient du Québec. Actuellement, c'est un tiers. Donc, s'il n'y a rien d'impossible là-dedans. Donc, retrouver cette autonomie et maximiser les puits de carbone agricole et forestier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Ben, souveraineté alimentaire, c'est des grands chantiers. Il faudrait les commencer tout de suite pour que ça puisse arriver à terme au moment opportun. Agroécologie, écologisation de l'alimentation. Ce qu'il ne faut pas faire, ben, c'est faire fi des savoirs paysans, laisser l'industrie aux commandes. On parle de tout le système alimentaire et non pas uniquement de l'industrie ici, non seulement de l'agriculture. Puis mal estimer le potentiel de captation, ce qui peut se faire dans un sens ou dans l'autre. Trop l'estimer, c'est pas bien. Les déchets, ben là, c'est une grosse affaire. Et on va parler d'économie très rapidement tout à l'heure, mais il faut voir que les déchets, c'est vraiment la pointe de l'iceberg d'une consommation débridée. Et quand on parle de 6 ben, c'est ce qui sort des sites d'enfouissement et tout ça, mais les choses qu'on jette émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre que ça. Donc, dans le Québec Zen de demain, on tend vers le zéro déchet. On envoie moins de 50 kg à la décharge, c'est un chiffre arbitraire. On parle de 750. Le recyclage devient quelque chose de marginal parce qu'on détruit à la source, parce qu'on arrête à la source. Et le compostage, évidemment, est universel. La société du bien-être a remplacé la société de consommation. C'est utopique, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas ce qui est possible qui est écrit là, c'est ce qui est nécessaire. Alors, à nous de décider si c'est une utopie. Ce qu'il faut faire pour y arriver, c'est vraiment que la priorité soit la réduction à la source. Et vous voyez tout ce que ça veut dire, hein, c'est obsolescence programmée, autant qu'emballage, élimination des emballages, autant qu'arrêter de surconsommer de façon débridée. Une menace perçue, c'est les méga-centres de gazéification dont on nous parle actuellement pour gazéifier non seulement le méthane, là, pas juste pour produire suffisamment des résidus organiques, mais même des résidus matériels. Il y a des gens qui s'intéressent à ça. Donc, au lieu de réduire à la source, on va créer d'autres méga machins pour absorber nos déchets fous et mettre l'accent sur le recyclage, ce qu'on voit beaucoup là actuellement. Donc, c'est des erreurs à éviter, selon nous. Alors, si on fait tout ça, bye bye les GES. Voilà, c'est simple, hein? Vous voyez? C'est fini. C'est simple, voilà, c'est ça. Alors, ben, pourquoi on le fait pas? C'est la question. Ben, la réponse, évidemment, c'est que c'est énorme. Je pense qu'on peut voir, et je m'excuse parce que je sais que vous savez tout ce que je vous ai dit, mais je pense que quand on passe tout ça en revue, on peut voir que tout ça est possible. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. C'est la somme des choses à faire et ce que ça implique en termes de changement de nos habitudes qui rend la chose difficile. Ce n'est pas l'impossibilité technique, pas du tout. Et ça exige une transformation sociale. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fournit une super occasion de faire une transformation sociale parce qu'on n'est pas nécessairement dans une veine si extraordinaire en termes de tendance de société, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, ça nous amène aux chantiers transversaux de réduction des GES. Ce que je vous montrais tout à l'heure, l'anneau vert. Économie et consommation, il y aurait énormément à dire.
mais une image vaut 1000 mots, c'est qu'il faut rééquilibrer notre consommation avec les capacités de la planète. Je pense que si on fait ça, on va avoir réglé beaucoup de problèmes, pas juste les émissions de GES. Ça veut dire réduire radicalement notre consommation de matière et d'énergie. Je reste beaucoup dans le théorique parce que vous êtes un public informé. Là, je pense que vous voyez toutes les conséquences de tout ça. En termes d'énergie, la position qu'on a, c'est jumeler, la priorité des priorités, c'est jumeler sobriété et conversion au 100% renouvelable, ce qui devrait nous amener à réduire notre consommation d'énergie de 50%. C'est pas anodin, parce que souvent, presque tout ce qu'on voit, c'est soit de l'efficacité énergétique ou soit de la conversion au renouvelable, mais on voit peu des deux. Et ce qu'on dit, c'est vraiment à chaque occasion, à chaque fois qu'on investit, on doit investir dans des initiatives qui nous amènent là. Aménagement des territoires et biodiversité, stopper sur le champ l'étalement urbain, protéger les milieux naturels. C'est évidemment win-win, si on peut dire, parce que l'étalement urbain, on sait que c'est ça qui fait augmenter le parc automobile et en même temps, c'est ce qui détruit nos milieux naturels dont on a absolument besoin pour la suite du monde. Alors, c'est en 3 mots, 3 champs de réflexion immenses, mais c'est ça. Si on regarde le cadre politique de la transition, cohérence et redevabilité des gouvernements, donc ça prend une loi climat, ça prend un plan d'action cohérent. Il faut respecter le principe de subsidiarité qui dit que les décisions doivent se prendre au palier le plus proche des citoyens qui est capable de les prendre, donc que ce ne soit pas fait de manière centrale, mais ça prend aussi une coordination interministérielle forte qui n'est pas du tout dans les codes du projet de loi 44 actuellement, où c'est le ministre de l'Environnement qui n'a aucun pouvoir, qui aurait la responsabilité de faire avancer ce dossier-là, et une redevabilité au plus haut. Éducation et dialogue social, ça, placer les choses dans l'ordre, je pense qu'il faut vous dire qu'ils sont tous égaux, les chantiers. Il faudrait tous les mettre en premier. Hein. Mais lui, il faudrait le mettre en premier des premiers. Parce que ça ne peut pas arriver, cette transformation-là, de manière sereine et de manière structurée, sans que les gens comprennent. Donc, ça prend un immense chantier d'éducation. Puis, une fois les gens informés, parallèlement, mais ça peut se faire, c'est qu'on s'en parle tout le monde ensemble, puis qu'on construise tout le monde ensemble ce qu'il y a à faire. Transition juste, majeur comme enjeu aussi. On parle souvent des travailleurs, et nos dirigeants se servent beaucoup de ce prétexte-là actuellement pour dire qu'il faut ralentir la transition, là, ce que les travailleurs, ils n'embarquent pas là-dedans du tout, hein, ils étaient très contrariés récemment de ce qui s'est dit, mais parce qu'ils veulent la transition juste, mais ils ne veulent pas ralentir la transition, c'est pas ça. Mais donc, les travailleurs sont au cœur de ça, tous ceux qui vont être impactés par ça, pas juste ceux qui travaillent à la raffinerie Valero, ou chez Énergie, mais ceux qui font des emballages, ceux qui font des produits de plastique, ceux qui construisent des appareils qui tombent en panne après 3 ans alors qu'ils devraient durer 15 ans, bien, ils vont peut-être en produire moins. Donc, il faut vraiment penser à cet aspect-là, c'est majeur. Mais il faut penser aussi à l'ensemble des citoyens si on change les règles du jeu. Par exemple, si il y a des normes d'isolation des logements qui deviennent plus serrées, bien, que ce ne soit pas transmis sur le dos des locataires les plus démunis, que le coût de tout ça soit géré d'une manière qui fasse en sorte que les plus démunis ne soient pas pénalisés, que ce ne soit pas eux qui portent le fardeau. Même chose pour l'essence, ou la réglementation sur les vieilles voitures ou toutes ces choses-là, ça doit être fait. Mais ça doit être fait avec des modalités qui font que ce n'est pas les plus mal pris qui encaissent. Et il y a une autre dimension, il y en a plusieurs, là, je risque d'en oublier parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Il y a les jeunes, là, évidemment. La transition, c'est pour eux qu'il faut la faire. Il y a les femmes aussi, ou disons les gens qui jouent un rôle plus traditionnel, parce que si on revient à une économie plus autonome, je dirais, dans les foyers, dans les ménages, ben, il ne faut pas que ce soit les femmes qui absorbent ces coûts-là.
J'ai vu une petite image des gilets jaunes. C'est un peu une hantise de notre premier ministre, manifestement. Le fait que s'il faisait ce qu'il a à faire, il pourrait y avoir de la révolte. Et c'est un endroit où je lui donne raison, franchement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut bien le faire. C'est toute la différence. Droits humains, on le sait, l'électrification. Il y a d'autres enjeux, là, mais je vais parler de celui-là. L'électrification exige des matériaux, des terres rares, des choses comme ça. Et ça vient vraiment challenger les projets miniers, là, les droits humains, autant ici au Québec, il y a des projets miniers qui sont très menaçants, qu'en Afrique, qu'un peu partout. Et toute la question de la souveraineté, des droits territoriaux des peuples autochtones, là, tout ça est en jeu. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Les réfugiés climatiques, pardon, ça, je ne veux pas l'oublier. On a un rôle important à jouer par rapport aux réfugiés climatiques et ce n'est pas en faisant venir 25 000 personnes qu'on va vraiment être à la hauteur de nos obligations. Financement de temps de crise, ce que ça veut dire, c'est que la transition ne doit pas être financée avec les grenailles qui peuvent tomber de la besace collective payée uniquement par l'écofiscalité, par la taxe sur l'essence, etc. C'est tout le budget de l'État qui doit être conditionné par cet impératif-là. Je ne veux évidemment pas dire que tout l'argent doit aller là, mais tous les dossiers, tous les budgets de tous les ministères, toutes les enveloppes collectives doivent avoir le volet transition. Il y en a qui aiment bien dire temps de guerre. On essaie d'éviter, mais c'est un peu ça. Et ça nous amène à l'idée de la résilience. Cette section-là, je vous dirais, de la feuille de route, mérite encore beaucoup de réflexion parce qu'on n'est tellement pas dans ce modèle-là. On a besoin de réfléchir tous ensemble et d'approfondir ce modèle-là. Ce qui ressort, c'est plus facile à expliquer par la négative. Souvent, quand on parle de résilience, on fait référence à l'adaptation. Mais nous, ce n'est pas dans cette optique-là qu'on le prend. La résilience, c'est une collectivité résiliente, c'est une collectivité qui est capable de fonctionner dans l'environnement auquel il fait face. Ça peut être quand il y a des gros chocs, mais ça peut être au quotidien aussi. C'est une collectivité qui cesse d'être vulnérable. Et ça vient vraiment du constat général qu'on n'est plus maître chez nous. Certains disent qu'on ne l'a jamais été, mais en tout cas, on n'est pas, en termes de collectivité, si on prend une région comme le Bas-Saint-Laurent ou comme Chaudière-Appalaches, d'où je viens, on dépend de l'extérieur pour tout et on est, pas pour notre eau encore, mais pour notre alimentation, on dépend de l'extérieur pour les biens qu'on consomme, pour nos meubles, pour nos modes de vie, pour nos voitures, pour ce qui fait carburer nos voitures, mais on est aussi à la merci de forces étrangères sur notre territoire. Et là, je fais le lien avec ce que Martin nous a amené tout à l'heure, la création de prospérité sans pétrole. Chez nous, le gaz de schiste, on n'est pas chez nous. Notre sol, on n'est pas maître de notre sous-sol. Donc, et on le voit dans l'Ouest actuellement de manière cruelle avec les Wet'suwet'en, les peuples qui habitent le territoire n'ont pas en main les outils pour les protéger. N'ont pas ce qu'il faut pour assurer la survie des écosystèmes et des humains. Donc, c'est quoi une collectivité résiliente? C'est une collectivité qui a en main ces leviers-là. Et on dit le moyen d'arriver à ça, c'est de nous réapproprier nos milieux de vie et les moyens de protéger les écosystèmes dont nous dépendons. Alors, est-ce que c'est une utopie, tout ça? Je me répète, je m'en excuse. C'est pas une utopie, c'est une nécessité. Alors, je vous remercie. Sans diapo, je peux peut-être faire un petit appendice, un petit supplément. Je vous ai parlé du premier bloc, qui est la feuille de route. Peut-être vous dire 2 mots sur les autres blocs qui sont envisagés actuellement. Comment dire, c'est en structuration, c'est en réflexion. Je vous dis ce sur quoi on travaille. C'est surtout 2 aspects. Un étant
très prioritaire par rapport à l'autre. Quand on dit qu'on veut essayer de lancer des choses en septembre, en fait, on cherche du financement. C'est ça la réalité concrète des choses. Un, c'est, je ne sais pas si vous avez ce même vécu là, d'un besoin, d'un désir très fort de plusieurs citoyens, plusieurs familles, de changer leur mode de vie, de changer leur façon de vivre, mais démunis par rapport à ça. Et la réflexion qui est faite, c'est de dire, bon, un peu comme un peu comme des alcooliques ou des toxicomanes, ou un peu comme des Weight Watchers, des gens qui veulent perdre du poids et tout ça, ou qui veulent prendre soin de leur santé, bien ça prend, on le sait que pour changer d'habitude de vie, ça prend un environnement propice. Et ça, c'est l'autre volet dont je vais vous parler. Mais ça prend aussi de la compétence et de l'accompagnement et des outils. Alors, ce qu'on voudrait, c'est essayer de bâtir quelque chose dans ce sens-là, créer une base de connaissances, une base de coach et tout ça, et d'outils pour pouvoir que les gens qui veulent s'engager là-dedans aient des ressources. L'autre chose qui est plus dans notre mission, je dirais, qui est plus prioritaire pour cette raison-là, c'est vraiment d'essayer de structurer des démarches territoriales. Je dis structurer, c'est pas la bonne formule parce qu'on est vraiment en réflexion sur comment on va l'amener. Est-ce que on va essayer d'agir comme agent de contact entre différentes collectivités ou entre des milieux universitaires qui ne seraient pas nécessairement branchés tout de suite. Il y en a déjà beaucoup qui le sont. J'ai parlé à quelqu'un tout à l'heure, puis il y en a au Lac-Saint-Jean aussi, au Saguenay, il y en a déjà beaucoup, mais il y en a qui ne sont pas aussi. Par exemple, à Montréal, il y a beaucoup de recherches en transition écologique et tout ça. Ces groupes-là ne sont pas branchés sur des collectivités, pourtant ils ont énormément à apporter, etc. Donc, quel rôle on va jouer exactement, je ne peux pas vous le dire. Quel rôle le Front commun, ça va être à définir ensemble, mais c'est vraiment de jouer un rôle positif, le plus structurant possible dans l'émergence de collectivités résilientes, le dernier point dont je vous ai parlé. Alors, je vous ai dit qu'au Front commun, il y a les syndicats, plusieurs syndicats, il y a le mouvement citoyen, il y a les groupes environnementaux et il y a les groupes communautaires. Les groupes communautaires, il y en a 4000 au Québec qui font partie d'un regroupement qui fait partie du Front commun. Donc, ils sont partout. C'est vraiment pas à négliger. Donc, on se dit en mettant ces forces-là ensemble, si elles ne sont pas déjà, les antennes de nos membres dans certaines régions, bien déjà, on peut avoir un noyau, on peut avoir un embryon de quelque chose qui peut se développer. Et il y a un groupe de travail absolument qui travaille là-dessus. Ça, c'est la suite. L'action.